Bonjour à tous et bienvenue pour cette 11e webconférence du Sommet virtuel du climat sur le thème « Mettre en œuvre votre stratégie Green IT et numérique responsable ». Je suis Emeline Ivars, coordinatrice de l'Association des professionnels en conseil climat, énergie, environnement et également coordinatrice du Sommet virtuel du climat. Et c'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence. Nous sommes ensemble pour 1h30 et avant de commencer, je voulais vous repréciser quelques mots sur l'événement et notamment en particulier vous rappeler la mission de notre événement qui est de permettre aux entreprises et collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Et c'est la thématique à laquelle répondent tous les contenus qu'on vous propose. Donc, comme vous avez pu le voir, on en a près d'une 50aine de contenus, webconférences et ateliers. Donc, n'hésitez pas à aller piocher celles qui peuvent vous aider à avancer en fonction de vos enjeux du moment. Vous dire également que cet événement est initié et coordonné par la PCC, mais qu'il est coporté par l'ADEME, l'association Bilan Carbone et la Fédération Sinov. Cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans les nombreux soutiens de toutes nos parties prenantes et en particulier, on souhaite remercier nos sponsors et partenaires que vous voyez s'afficher à l'écran, mais également les nombreuses personnes qui nous ont soutenus vraiment de plein de manières différentes depuis notre première édition en 2019. Donc, vraiment, merci à toutes ces personnes. On a à cœur de vous proposer donc un événement qui est gratuit et accessible à tous. Néanmoins, si vous souhaitez nous soutenir et contribuer à la pérennité de cet événement, n'hésitez pas à nous faire un don. Je vous mettrai le lien dans le chat si nécessaire. Quelques points logistiques avant d'attaquer cette conférence. Donc, notamment, je vous invite à poser vos questions donc, tout au long de la conférence par écrit dans l'onglet questions-réponses, puisque c'est vraiment dans cet onglet-là que les intervenants vont venir piocher les questions auxquelles ils pourront répondre en direct ou par écrit. Et si vous avez seulement des commentaires ou des remarques, et quelque chose qui n'appelle pas une réponse d'un participant, vous pouvez le faire dans l'onglet discussion en prêtant attention au destinataire, puisqu'en effet, vous pouvez sélectionner de l'envoyer soit à tout le monde, soit uniquement à certaines personnes. Donc voilà, si vous voulez que votre message soit reçu, regardez bien à qui vous l'envoyez. Vous dire également que les replays et les slides seront disponibles courant décembre sur le site du Sommet virtuel du climat et que vous recevrez également un email à ce moment-là. Voilà pour les précisions un peu techniques. Voilà, vous êtes assez nombreux, donc je ne sais pas si nos intervenants pourront répondre à toutes vos questions. Néanmoins, vous aurez la possibilité de les contacter a posteriori par mail ou sur la page organisation ou intervenant. Certains ont une fonctionnalité de prise de rendez-vous. Il me semble que j'ai fait le tour des choses que je devais vous dire et je vais maintenant pouvoir passer la parole à nos intervenants du jour pour rentrer dans le vif du sujet. Et je passe la parole à Romuald. Bonjour à tous, c'est mieux avec le micro. Je remercie toute l'équipe organisatrice de nous laisser la parole et de nous permettre, je dirais, dans la continuité de l'objet de notre association Alliance Green IT, de partager avec vous les bonnes pratiques et de sensibiliser sur les impacts et les enjeux du numérique responsable. Je suis ravi de participer à cette conférence avec les autres coparticipants que vous voyez à l'écran. Alors, qui… J'enchaîne. Pour ma part, Maël Levé, je suis ingénieur et consultant sur les sujets énergie-climat et numérique responsable chez BL Evolution, donc qui est une société coopérative de conseil qui accompagne les entreprises et les territoires dans leur démarche de transition écologique. Et donc, j'interviens sur divers sujets, que ce soit les bilans carbone, stratégie bas carbone ou au niveau des produits, analyse de cycle de vie, par exemple, pour citer des approches multicritères. Et donc, l'enjeu, c'est de montrer que ces approches peuvent être spécifiquement déclinées sur le périmètre numérique. On y reviendra et donc, je suis ravi d'être là pour en parler avec vous aujourd'hui. Merci Maël. Donc, je me présente à mon tour, Jean-Claude Notebar. Je travaille pour le premier bailleur de France, CDC Habitat. J'y exerce les fonctions de responsable SI pour la direction du centre de service. C'est environ 40 collaborateurs, qui sont internes et externes
entre guillemets, répartis sur 4 équipes. On gère environ 5000 utilisateurs. On s'occupe de toute la partie support informatique, formation, accompagnement au changement numérique, tout ce qui est l'achat, le maintien en ordre de marche des matériels et des logiciels de l'environnement poste de travail, toute la partie gestion de parc et habilitation. Et évidemment, à cela s'ajoutent des fonctions comme pilote de processus de la DSI, au sens bonne pratique utile, par exemple, et effectivement responsable Green IT sur la partie numérique responsable, plus précisément pour le sujet du jour. Et à moi, donc Ronan Le Gallo. Moi, mon métier de base, c'est de fabriquer du système d'information pour Bouygues Construction. Donc nous, à la DSI, on est environ 500 personnes et on a 36 000 utilisateurs sur toute la planète. Et je suis ici aujourd'hui au titre de mon autre responsabilité, qui est le numérique responsable pour Bouygues Construction. Donc, merci à tous les 4 pour cette présentation. Alors, la conférence d'aujourd'hui va se dérouler en 2 temps. Un premier temps avec Romuald qui va nous parler des enjeux sur lesquels agir lorsqu'on met en place une démarche de responsabilité numérique. Et un second temps avec Ronan, Jean-Claude et Maël qui vous parleront d'un retour d'expérience concret sur la mise en application. Et donc, je laisse la parole à Romuald qui va d'abord rapidement nous présenter quels sont les enjeux aujourd'hui autour du numérique. Eh bien, merci Adèle. Donc c'est toujours important de rappeler les enjeux, les impacts du numérique. Alors, vous voyez à l'écran de nombreux chiffres. Si je dois, que je ne vais pas détailler évidemment, mais si je dois faire le focus sur les points importants, c'est de rappeler que le numérique correspond à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut plus ou moins au même impact que l'aviation civile. Donc, autant le numérique est souvent virtuel, autant les avions qui passent au-dessus de nos têtes sont très visibles. Et se rendre compte qu'on émet autant de gaz à effet de serre, c'est un point important. C'est aussi 5,6% de la consommation électrique mondiale. Ça représente 82 millions de radiateurs électriques de 1000 watts. Le radiateur de 1000 watts, c'est à peu près le radiateur du salon. Il faut imaginer qu'en permanence, c'est combien s'il y en avait 82 millions qui tournaient. Enfin, le numérique, c'est aussi c'est une grosse chaîne matérielle et il faut fabriquer, construire ces matériels. Et pour construire ces matériels, il faut extraire des matières premières. Et il y a un impact qui est mesuré par l'indice MIPS qui montre comment les équipements numériques sont très gourmands en ressources. Pour vous donner une idée, 16 000 pour 1, c'est qu'il faut à peu près mobiliser 16 kilos de terre pour pouvoir fabriquer 1 gramme de puce électronique. À ce ratio de 16 000 pour 1, on peut comparer celui d'une voiture qui est de 54 pour 1 et qui montre ô combien cette industrie est gourmande en ressources. Et puis, enfin, pour parler très rapidement des chiffres, la consommation d'eau n'est pas négligée. Elle représente 0,2%, ce qui paraît d'être un petit chiffre. Mais quand on transforme ça en pack d'eau, c'est quand même 242 milliards de packs d'eau minérale. Donc là, on se rend bien compte. Et comme on peut considérer que le stress hydrique est un véritable stress déjà dans certaines régions, que c'est un point aussi important à considérer. Donc, les impacts du numérique sur l'environnement ne sont pas que les émissions de gaz à effet de serre, ils concernent le climat, ils concernent la biodiversité, ils concernent les ressources. Et c'est tous ces points qu'il est important de considérer. Si Internet était un pays, enfin le numérique était un pays, il représenterait à peu près les mêmes impacts que 3 fois la France. Donc, nous allons voir, une fois qu'on a fait cet état des lieux, l'idée de ma présentation est de, à travers notre dispositif qui est le baromètre Green IT, de voir quels sont les leviers d'action possibles au niveau des entreprises. Notre baromètre Green IT existe depuis 2015 maintenant. On a publié l'année dernière sa 3e édition.
C'est un dispositif qui est soutenu par l'ADEME et qu'on réalise avec Opinionway, qui nous permet d'avoir des données suffisamment robustes pour mesurer la maturité en France des entreprises et d'être représentatif donc, à l'échelle nationale. Ce baromètre se décline en 8 thématiques que vous voyez sur la partie gauche et que je vais venir détailler une par une pour vous permettre d'envisager ou même d'aller un petit peu plus loin ou même de valider les pratiques que vous pouvez avoir en œuvre. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que derrière moi, les différents intervenants vont faire leur retour d'expérience et vous verrez comment ça rebondit avec des exemples concrets de mise en place dans leurs organisations respectives. Donc, je vais pouvoir commencer par la première thématique, qui est la gouvernance. La gouvernance, ça correspond à quelle stratégie on a mis en place au niveau du Green IT. Est-ce qu'on a mis en place un plan d'action et est-ce que ces actions sont suivies? C'est un point important et on verra un petit peu plus loin dans les thématiques. Il y a des fois de nombreux écarts sur la maturité d'une entreprise en fonction du fait de savoir si elle a ou pas un responsable du Green IT dans son organisation. On voit vraiment des chiffres complètement différents en fonction de la mise en place d'un responsable, d'un référent précisément sur cette problématique. Alors, pour vous donner les chiffres, la tendance de la maturité en France, comme vous voyez sur la partie droite, il n'y a pas encore beaucoup de responsables Green IT qui sont nommés dans les entreprises. Vu que 73% des organisations répondent non, il n'y a personne. Donc, il est vrai que ce sujet a été déjà pris en charge par les structures les plus grandes en termes de taille, d'effectifs et ou de chiffre d'affaires. Et que pour bien aussi lire tous les chiffres que je vous présentais, je rappelle que le tissu des entreprises en France, c'est énormément de petites entreprises, vu que 96% des entreprises en France sont moins de 10 salariés. Donc, si le problème a été pris à bras-le-corps par les grandes organisations, il peine encore un petit peu à se déployer sur les organisations de moindre taille. En termes de compétences, quand on demande aux entreprises si elles disposent des compétences pour mener à bien cette mission d'aborder la problématique de leur responsabilité numérique, on voit qu'à peu près 45% se sentent prêtes, en tout cas, sentent avoir les compétences. Donc maintenant, la question, c'est à quel niveau stratégique on va placer cette problématique. Adèle, si tu veux bien aller à la diapo suivante. Alors, en termes d'action, l'idée là, c'est pas de faire une revue de toutes les actions, c'est de les avoir classées plus ou moins par ordre d'importance. Et voilà ce qu'on peut exprimer comme action au niveau global, au niveau de l'entreprise. Alors, le poste, on le verra tout à l'heure, la thématique impression est la thématique qui a le plus de maturité dans les entreprises en France. Et donc, tout naturellement, on retrouve le fait d'imprimer en noir et blanc de façon paramétrée par défaut sur l'ensemble des équipements d'impression, qui est l'action la plus mise en place dans les entreprises, vu que 74% des entreprises déclarent avoir mis cette action en place. En revanche, la dernière, qui consiste à compresser un fichier avant de l'envoyer par email pour éviter de mettre beaucoup de flux de données dans les tuyaux, dans les câbles, on voit que c'est une démarche qui est un peu plus contraignante parce qu'elle doit être faite au niveau de l'utilisateur lui-même, qui doit avoir cette rigueur de compresser ses fichiers avant de les envoyer. Et là, on a une maturité, même si 4 entreprises sur 10 sont déjà dans cette pratique. Voilà ce que je pouvais vous résumer pour cette thématique de gouvernance. Je rappelle aussi, alors que notre baromètre est très complet, c'est à peu près une centaine de questions, et l'objectif étant à cette conférence de simplement ouvrir quelques pistes. Et bien entendu, je vous invite à aller consulter notre baromètre et ces questions dans tous ces détails. La deuxième thématique, c'est la thématique des achats.
Alors, les achats, ça concerne à la fois les produits et ça concerne les services. Sur les produits, on balaye différentes questions qui permettent de connaître la volonté des entreprises sur l'achat conditionné à des labels, sur le fait d'acheter ou non des produits d'occasion, ou simplement aussi sur le fait de ne pas acheter, mais simplement de louer l'usage. On parle d'économie de fonctionnalité et voir comment ces pratiques sont mises en place au sein des entreprises. En termes de services, on balaye des questions au sujet de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, donc qui concerne à la fois le secteur de l'insertion et le secteur d'adapté. On balaye aussi la problématique des énergies. Est-ce qu'il y a des choix d'énergie qui sont réalisés? Et bien entendu, toutes les pratiques en termes d'éco-conception, si elles sont imposées ou demandées ou évoquées avec ces différents prestataires de services. Alors, en termes de maturité, si les entreprises n'ont pas encore, ne placent pas encore énormément de critères d'éco-responsabilité ou de numérique responsable, si elles le font, elles y attachent une énorme importance, vu que quand on leur pose la question, ils répondent que c'est une forte pondération pour les critères qui sont imposés dans le cadre des appels d'offres. Donc, s'il y en a, pour ceux qui y répondent, vaut mieux bien y répondre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, sur la diapositive suivante, on voit différentes clauses, différents critères qui peuvent être proposés sur des activités de services numériques. Et là, on balaye donc quelques bonnes pratiques en termes d'éco-conception. Alors, quand on regarde la première, elle est à peu près à 28%. Donc, 28% des entreprises la mettent en place. C'est celle qui est la plus développée, donc ça reste encore faible. Quant à la moins, c'est 14% sur la frugalité fonctionnelle. Donc, et pourtant, qui est la base même de l'éco-conception, vu que l'éco-conception consiste à se concentrer sur un usage, sur une unité fonctionnelle, et de se concentrer sur cette unité et cette unité exclusivement. Donc, encore de nombreux efforts, de nombreux leviers en termes d'éco-conception des services numériques. Et ça, c'est plutôt aussi optimiste, c'est plutôt de belles perspectives pour avoir des vrais leviers d'action au sein de nos systèmes d'information. Dans la continuité de cette thématique achat, on aborde la thématique des postes de travail. Ces postes de travail, donc, où en anglais, les devices concernent les ordinateurs fixes et portables, les smartphones et les appareils IT. Là, il va être question d'allongement de la durée de vie de ces équipements, car on sait que sur les équipements, l'impact le plus important concerne la phase de fabrication, et notamment du fait de l'extraction des matières premières. Et donc, on comprend comment il est très important d'allonger leur durée de vie, puisque une fois qu'ils ont été conçus, fabriqués, j'ai envie de dire que le mal est fait, et plus on va s'en servir, plus leur durée de vie va être longue, plus ces impacts auront été compensés. Il est aussi question de la consommation énergétique de ces équipements, bien que la phase d'utilisation ne soit pas celle qui impacte le plus au niveau du cycle de vie. Néanmoins, on voit que ce n'est pas vraiment encore un critère qui est suivi, vu que seulement 4% des entreprises en France connaissent la consommation allouée à l'utilisation de leur parc informatique. Donc, ce n'est pas vraiment un indicateur qui est pour l'instant suivi. Et comme je le disais, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est la diapositive qui suit sur l'allongement de la durée de vie de ces types d'équipements. Et là, on voit quelles sont les durées moyennes. Et l'intérêt de notre baromètre, c'est qu'on le suit d'année en année. On a un suivi sur 27 indicateurs, et notamment la durée de vie des devices. Et on voit depuis notre première édition à cette troisième que les durées d'usage et les durées de vie progressent. Et ça, c'est quand même une prise de conscience et une bonne nouvelle pour le numérique responsable. Alors ensuite, il y a différentes pratiques pour allonger la durée de vie. C'est des questions qu'on pose dans le cadre de notre baromètre. Ça permet à la fois de donner des pistes, et puis surtout de rappeler que ces points-là sont importants, qu'il s'agisse de remise à niveau, de réparation, de réemploi, de reconditionnement, etc. La thématique qui suit concerne l'impression. Alors, je le disais un petit peu au début, c'est la thématique la plus mature
On a compris parce que c'est très visible, l'impression, hein, ces sujets d'encre, ces sujets de papier, on voit bien tout ce gaspillage. Donc, on a vraiment une très forte maturité, même s'il reste des leviers intéressants. J'ai relevé sur la partie gauche quelques bonnes pratiques, hein. Ça peut commencer sur le choix de sa charte graphique. Une charte graphique très épurée va tout au long de la durée de vie d'une organisation réduire sa consommation d'encre. Et donc, on voit comment, dès le début, on peut prendre mettre en place des pratiques intéressantes. Et puis après, il y a toutes les parties de consolidation des imprimantes. Et là, on peut quand même constater qu'il y a de moins en moins d'imprimantes individuelles, ça n'existe quasiment plus. On a tous des imprimantes de département. Et donc, ça réduit le nombre d'équipements d'impression au sein des organisations. La collecte des consommables est plutôt bien installée aussi en France. En revanche, on voit encore, et ça je reviendrai tout à l'heure, mais que le fait d'acquérir des équipements d'impression reconditionnés d'occasion, ce n'est pas encore une pratique en place. C'est-à-dire qu'on pense à faire du réemploi en fin d'usage de ces équipements. Par contre, on ne pense pas encore vraiment à acheter nous-mêmes des équipements d'occasion. Donc, et pourtant, il faut bien que ces deux marchés se réunissent si on veut être vraiment dans une pratique durable. Sur la diapositive suivante, ça vous permet aussi de voir différentes pistes et de voir quelle est la maturité sur ces différents postes. Comme je vous disais, la collecte des consommables, la collecte séparée, c'est quand même assez bien mis en place, même s'il y a encore de nombreux progrès à faire. Et comme vous voyez sur la partie haute droite de l'écran, il y a encore 85% des entreprises souhaitent favoriser le réemploi de leurs copieurs, mais seulement 17% des entreprises sont prêtes à en acquérir d'occasion. Donc là, si vous m'entendez bien, il y a des beaux leviers à considérer. Alors, qui dit service informatique dit data center. Évidemment, toutes les entreprises ne disposent pas d'un data center ou n'ont pas besoin d'un data center. Quand on regarde, il y a 6 entreprises sur 10 qui font appel à une véritable salle informatique. J'entends par là une salle ou un immeuble, hein, selon les usages, mais avec des équipements de refroidissement, de sécurité, que ce soit sécurité informatique ou sécurité énergétique. Donc, ça, c'est seulement 6 sur 10 entreprises en France. Et donc, sur cette problématique des data centers, on va aborder, si tu peux, Adèle, passer à la slide suivante, différentes bonnes pratiques qui consistent à optimiser, à réduire son impact pendant la phase d'utilisation pour le coup, parce que là, sur la partie data center, évidemment, et ça c'est très visible, la partie consommation énergétique est très importante. Et c'est donc pour ça que les acteurs du data center sont quand même très, très matures sur les différentes techniques qu'ils peuvent mettre en place pour réduire cet impact, cette consommation énergétique qui est directement un critère aussi économique et donc qui explique pourquoi il y a une belle maturité dans les pratiques. Donc pareil, je ne fais pas la revue de toutes ces bonnes pratiques. Je vous invite à consulter notre baromètre. Donc, j'ai vu passer une question, évidemment, hein, il est accessible gratuitement sur le site internet de l'alliance greenIT.org. Et donc, on a une revue. Alors, si je peux donner une bonne pratique, c'est suivre les bonnes pratiques du Code of Conduct des data centers. C'est un document qui a été réalisé par l'ensemble de la profession et qui recense toutes les bonnes pratiques. Il y a beaucoup de monsieur Jourdain dans le data center, c'est-à-dire qu'ils font des choses sans forcément savoir que c'est une bonne pratique relevée dans le Code of Conduct. Donc, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de bon sens. Mais je le disais, l'énergie et l'économique, c'est très lié et ça explique en partie cette maturité. On voit aussi que la taille moyenne d'une salle informatique donc, allouée aux activités numériques d'entreprise, c'est entre 10 et 20 mètres carrés. Alors, on arrive
à la partie informatique et infrastructure, c'est-à-dire que là, on a vu toutes les pratiques au niveau du bâtiment. Reste à voir maintenant qu'est-ce qu'on y met dans ces bâtiments. Donc, on y met des serveurs, des équipements IT pro, des routeurs, des serveurs, des équipements de backup, d'archivage. Un point important sur cette partie infrastructure informatique, c'est la volumétrie. Quel est notre périmètre d'action? Qu'est-ce que notre activité numérique représente? Malheureusement, encore une entreprise sur deux ne connaissent pas leur volumétrie. C'est donc quand même assez difficile de mettre en œuvre les bonnes pratiques dès lors qu'on ne connaît pas vraiment son périmètre. Donc ça, c'est vraiment un indicateur que je vous invite vraiment tous à connaître pour voir ensuite quels sont vos leviers. Ensuite, on voit que les bonnes pratiques concernent d'éviter, voilà, c'est des pratiques de bon sens finalement quand on les regarde en revue, c'est mutualiser les équipements, désinstaller ce qui est inutile, virtualiser. Alors une question qu'on nous a posée à l'issue de notre baromètre, c'est est-ce que finalement il ne faut pas tout mettre dans le cloud? Alors on a réfléchi à l'Alliance Green IT à cette question et la réponse est ça dépend. En tout cas, il ne faut pas tout mettre en l'air l'organisation et son infrastructure pour aller dans le cloud à tout prix. Par contre, si on est dans une phase de renouvellement, alors ça peut vraiment valoir le coup de mesurer et de basculer vers le cloud, et notamment pour les petites entreprises. Alors j'espère que je ne déborde pas trop, mais j'arrive à la fin de mes thématiques. Donc là, on voit pareil quelques bonnes pratiques au niveau de l'infrastructure, et je voulais juste attirer votre attention sur l'écart. Vous voyez sur la partie gauche, un serveur avec un responsable Green IT, ça a une durée de vie d'usage supérieure à 5 ans. Quand il n'y en a pas, c'est plutôt inférieur à 3 ans. Donc on voit comment le fait de mettre en place une gouvernance, se donner des objectifs à travers une stratégie est payant en termes de bonnes pratiques. C'est pareil sur la connaissance de la volumétrie. Quand il y a un responsable, il y en a 6 sur 4, c'est encore pas assez. Mais si il n'y a pas de responsable, si personne ne s'occupe de cette partie-là, seulement 15% des entreprises connaissent leur volumétrie. Et vous l'avez compris, comment c'est important pour pouvoir voir quel levier on peut mettre en place. J'en arrive à la fin, hein, c'est la fin de vie. Donc la fin de vie, je pense que dès l'année prochaine, à notre nouveau baromètre, on va le changer pour l'appeler fin d'usage, parce que derrière la fin d'usage qu'on peut avoir au sein d'un département, au sein d'une organisation, la vie, elle peut continuer avec d'autres usages, soit pour soi-même à l'intérieur de son organisation dans un autre département, soit pour un tiers qui, lui, saura aussi lui donner une seconde vie. Donc, dans cette partie fin de vie, on aborde plutôt la fin d'usage et notamment le réemploi qui consiste à formaliser donc un transfert de propriété vers un tiers. C'est ça le réemploi, c'est donner une deuxième vie à l'occasion d'un changement de main. Et là, en termes de réemploi, il y a quelques bonnes pratiques à respecter que vous pouvez lire sur cette partie-là. Et notamment, pour résumer, c'est faire en sorte de redonner un état quasi neuf à l'équipement qu'on va céder, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux. C'est des choses, il y a des opérations de reconditionnement à réaliser, et ça, c'est les bonnes pratiques. Sur la partie fin de vie, là, cette fois, parce que malheureusement, on va tous mourir et nos équipements aussi, quand il est plus question ou il n'est plus possible de faire du réemploi, à ce moment-là, on parle de déchets. Et dans ces cas-là, il y a quand même une réglementation qui est en place depuis 2005 au niveau de l'Union européenne. Il y a diverses actions à réaliser de suivi. Je dirais qu'il faut être curieux en fait de quels sont les exutoires, même si vous confiez ça à un prestataire, quels sont les exutoires. Si vous ne voulez pas être curieux, il y a la filière agréée représentée par les éco-organismes ou les fabricants eux-mêmes qui sont responsables. Le fait de leur confier vos équipements en fin de vie, vous leur transmettez votre responsabilité. Pour rappel, cette responsabilité vaut jusqu'à la valorisation finale, c'est-à-dire jusqu'à la destruction finale des équipements. Même si vous confiez vos équipements à un tiers, vous demeurez responsable. Et donc, le fait de les confier à la filière agréée vous soulage quand même d'une bonne partie de la responsabilité. Puis j'avais un petit peu menti, j'avais dit que c'était la dernière, mais
j'avais oublié qu'il reste la dernière thématique, la thématique application. La notion d'application et d'éco-conception, elle ne concerne pas que la partie logicielle, elle concerne les 3 tiers, c'est-à-dire à chaque fois, on peut éco-concevoir pour les parties data center, pour la partie réseau et pour la partie terminale et donc la partie logicielle. L'éco-conception couvre ces 3 architectures tiers, enfin cette architecture tiers, pardon. Et en matière de bonnes pratiques d'éco-conception, sur la dernière diapositive, vous voyez ce qui est plus ou moins mature. La notion de responsive design aujourd'hui est de plus en plus en place. On a compris que en se concentrant sur un besoin léger comme un smartphone, on a de fait une démarche de sobriété et qui permet de se concentrer sur l'essentiel. Donc, le responsive design, c'est vraiment quelque chose qui se met en place. Et ensuite, vous voyez différentes bonnes pratiques qui consistent, comme je le disais, à se concentrer sur l'unité fonctionnelle d'un usage et de mesurer les impacts de la chaîne matérielle qui va permettre de construire le service et donc de rendre cet usage. Donc voilà, j'en ai fini avec notre baromètre. Vous voyez, c'est très complet. Ces thématiques permettent de vraiment aborder l'ensemble de la problématique de responsabilité numérique pour les organisations. Il y a de nombreux leviers à mettre en place. Et je suis ravi maintenant de passer la main à mes coparticipants qui vont, à travers leur expérience, pouvoir nous donner des exemples concrets de ce qui a été mis en place et en rebond avec les thématiques que je viens d'aborder. Merci de votre écoute. Merci Romuald, je vais donc prendre la suite. Merci pour ce panorama très complet qui présente en effet très bien l'état des lieux global. Et à présent, on va rentrer dans le concret de 2 exemples en passant à la table ronde que j'aurai le plaisir d'animer. Il y aura 2 objectifs, vous apporter quelques éléments méthodologiques sur la conception de votre stratégie Green IT numérique responsable et vous partager les retours d'expérience concrets sur cette démarche, donc avec la participation de 2 responsables informatiques, des structures avec lesquelles nous avons eu le plaisir de travailler, donc Bouygues Construction représenté par Ronan Le Gallo et CDC Habitat représenté par Jean-Claude Nottebert. Alors quand on parle de numérique responsable, on peut penser que cela s'adresse uniquement à des structures dont c'est l'activité principale. Et ici, le parti pris de notre intervention, c'est vraiment de vous montrer que finalement, ce sujet touche toutes les organisations, notamment celles dont le cœur de métier n'est pas le numérique, et que ces démarches peuvent être complémentaires à d'autres démarches sur la partie climatique. D'autre part, outre l'état actuel des choses, c'est également les tendances qu'il faut regarder. Le secteur, on l'a dit, est aujourd'hui responsable d'environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et c'est également la forte augmentation des usages qui laisse présager un doublement de cette empreinte carbone d'ici 2025. Il y a donc un vrai enjeu de développer une sobriété numérique dans un contexte mondial qui demande par ailleurs de réduire les émissions dès la prochaine décennie. Dès maintenant d'ailleurs. Donc justement, pour une entreprise dont le numérique n'est pas le cœur de métier comme Bouygues Construction, Ronan, quelles ont été les motivations initiales pour construire cette stratégie Green IT et finalement, d'où partiez-vous sur le sujet ? Eh ben, justement, au début, on n'était pas du tout motivé parce que en fait, Bouygues Construction s'est doté d'une stratégie climat il y a plusieurs années, avec un objectif de réduction tracé. Il faut savoir que la construction est traditionnellement une industrie qui est fortement émettrice de gaz à effet de serre, et que la construction a une autre caractéristique, c'est que c'est une des industries les moins digitalisées. Je crois qu'il y a les mines ou la gestion des carrières qui est encore moins digitalisée que la construction. Alors, tout ça est en train de changer et nous y œuvrons. Donc, nous, il faut savoir que l'empreinte carbone de Bouygues Construction annuelle est de 2,9 millions de tonnes de CO2 équivalent. Donc, il y a quelques années, ce qu'on pensait bien, c'est que l'impact du numérique était plutôt faible. Cependant, finalement, suite à la pression de nos collaborateurs, suite à la pression de nos différents responsables RSE de nos structures, je pense que c'est très lié aussi aux communications du Shift Project qui a eu quelques années, qui ont un peu secoué les masses. Et d'ailleurs, plus les collaborateurs en tant que citoyens que en tant que collaborateurs. Et on s'est fait beaucoup interpeller dessus et on s'est dit, tiens, il faut vraiment qu'on commence à
mesurer, voir où on en est, peut-être se doter d'un plan d'action. Donc c'est là où on a fait appel à BL Evolution, parce qu'effectivement, on ne sait pas bien comment s'y prendre. Et donc, on a vu qu'effectivement, l'empreinte du numérique chez Bouygues Construction, c'était 0,25%. Hein, donc, c'est très, très faible. Donc, on pourrait presque l'ignorer finalement. Mais en fait, c'est probablement là où on a le plus gros levier d'action, hein, parce que ça passe par les collaborateurs, parce qu'on a beaucoup de demandes à ce sujet. Et par exemple, mettre en œuvre du béton bas carbone, ça va prendre des années et des années, même si on a de belles réalisations dès maintenant. Là où agir au quotidien sur l'outil numérique, finalement, on peut tous le faire. Donc c'est ça qui nous a motivés. Finalement, ce sont nos collaborateurs qui nous ont motivés. Super, merci beaucoup. Et dans le cas de CDC Habitat, Jean-Claude, est-ce qu'on retrouve ces mêmes raisons de se lancer dans cette démarche numérique responsable? Très clairement, hein, je rejoins Ronan hein, sur les éléments cités. On est effectivement, on va dire, deux entreprises travaillant dans l'immobilier. À peu de choses près, on s'entend et on se reconnaît. Et pour compléter, moi, je contextualiserai un peu plus par rapport à ce qui a été dit. Il faut se rappeler que pour faire face à l'urgence écologique et climatique, le gouvernement a adopté aussi une loi en 2019 qui est la loi énergie-climat, qui s'est inscrite dans la continuité de l'accord de Paris. Et c'est peut-être passé inaperçu pour certains, mais pour ceux qui travaillent dans l'immobilier, ce n'est pas passé inaperçu. Je vais expliquer un peu aussi pourquoi. Parce que celle-ci, elle a un fort impact hein, sur le secteur immobilier de lutter contre les logements énergivores en renforçant les actions, par exemple, de rénovation. Et pour illustrer ça, il faut voir qu'en France, l'habitat représente quand même 1/5 des émissions de gaz à effet de serre globalement qui sont annualisées en France. Donc, c'est un secteur très important en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, évidemment, quand il y a un gros secteur, il faut travailler avec celui-ci pour améliorer les choses. Aussi, en tant qu'entreprise responsable, CDC Habitat s'est inscrite dans cette démarche globale de réduction de l'empreinte carbone de son activité. Et un pan numérique responsable a été ajouté à notre démarche RSE. Ronan en a parlé également pour sa partie. L'objectif, évidemment, c'était de globaliser nos actions aussi bien en externe qu'en interne. Donc, c'est aussi bien par les collaborateurs internes que cela est venu que pour travailler en externe au sens immobilier du terme. Donc, notre démarche Green IT a démarré de zéro hein, avec comme objet pour le SI de s'inclure vraiment dans une démarche de sobriété en réalisant en premier lieu donc une évaluation de ces pratiques en matière de numérique responsable et de son empreinte carbone. Ce travail d'évaluation initiale, ça a été vraiment une première photographie à un instant T hein, de nos actions qui a permis de débuter plus concrètement une approche, une première feuille de route pour accompagner la transformation écologique de notre SI. Et pour ce faire et pour rejoindre évidemment cette présentation, on a parcouru les 8 thématiques qui ont été traitées et qui ont permis vraiment d'avoir un 360, de vraiment couvrir à 360 degrés les différents secteurs d'une DSI pour permettre d'avoir un juste retour de notre impact au sein de l'entreprise. Merci beaucoup à tous les deux pour ce partage. Donc, en effet, un levier numérique qui touche finalement tout le monde et qui peut donc être un levier de mobilisation. Alors, une fois qu'on a identifié finalement ce besoin, que faire? Eh bien, on a déjà utilisé plusieurs termes là, depuis le début de cette conférence, Green IT, numérique responsable. Finalement, plus que les termes, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Ce sont deux types d'approches, quantitative et qualitative. L'approche quantitative, son principal intérêt, donc elle va se focaliser sur l'aspect environnemental, notamment l'impact sur le changement climatique dans le cadre du bilan carbone. Et l'idée des approches quantitatives va être d'une part de déterminer les postes significatifs de l'empreinte pour prioriser finalement les actions. On va se concentrer sur les postes qui ont le plus d'impact. D'autre part, ce diagnostic chiffré va aussi nous permettre de pouvoir se définir une trajectoire de réduction de l'impact. Il faut pouvoir savoir d'où on part pour déterminer où l'on va.
et donc ainsi le communiquer, le valoriser. L'approche qualitative, dans l'approche qualitative, on retrouve plutôt une approche de dialogue avec ses parties prenantes. L'idée va être, notamment quand on commence un peu de zéro, de valoriser l'existant, puisqu'on se rend compte qu'il y a des initiatives qui ne sont pas forcément identifiées et répertoriées, et à l'inverse, d'identifier des thématiques moins matures. Donc, dans le cas des évaluations de maturité numérique responsable, l'intérêt, c'est qu'on aura également, on pourra évaluer, disposer de scores par rapport au référentiel du baromètre de l'Alliance Green IT qui avait été présenté, donc disposer de références par rapport à un référentiel national. À noter que ces deux approches, finalement, l'idée reste la même, c'est-à-dire qu'on va se construire un plan d'action cohérent avec le diagnostic initial. En général, un des enjeux, c'est notamment d'anticiper une croissance des usages numériques. On l'a déjà un peu dit. Et finalement, quand on parle de démarche numérique responsable, en fait, on préfère la notion de responsabilité numérique qui montre bien la transversalité du sujet, parce qu'on s'adresse à toutes les structures, à tous les individus, et vous l'avez dit, notamment les collaborateurs dans leur rôle aussi de citoyens qui viennent faire levier, faire pression en interne dans l'entreprise. Donc, c'est bien ça le sujet. Alors, pour mettre en œuvre ces méthodes, on retrouve en général en entreprise 4 grandes phases que je vais balayer très rapidement, donc, qui peuvent être mutualisées entre les deux types d'approches que j'ai cités. C'est possible de passer à la diapositive suivante. Et donc, on a le cadrage, la définition du périmètre qui est très importante, qui va permettre de bien amorcer une collecte de données ou une réalisation d'entretien lorsqu'on est dans les approches qualitatives. On en profite au passage pour demander notamment à ces fournisseurs des informations sur l'empreinte carbone des services et équipements fournis. Ça permet de montrer également l'intérêt des clients pour le sujet et donc de sensibiliser tout l'écosystème au passage, que ce soit les fournisseurs d'équipements par exemple ou de services cloud. Et donc, on considère dans ce périmètre toute la chaîne numérique, donc les 3 tiers qui sont souvent bien identifiés, serveurs, c'est-à-dire que les infrastructures soient en propre, on-premise ou externalisées, l'usage des réseaux et des équipements, donc à la fois les équipements pour les collaborateurs, les équipements mutualisés comme l'impression. On considérera également le fonctionnement de la DSI en elle-même, hein, donc les collaborateurs de la DSI qui permettent également de fournir le service numérique en interne. Et enfin, lorsque c'est pertinent, l'usage des services numériques fournis, ça se pose notamment, le cas se pose notamment dans le cadre d'éditeurs de solutions numériques, de services numériques. Donc, une fois qu'on a collecté toutes ces données, on va évidemment les analyser et dans le cas d'un bilan carbone, l'enjeu sera de les convertir en données d'impact carbone. Donc, pour les approches qualitatives, dans cette phase-là, on retrouvera plutôt des scores si l'on remplit ou non certains critères. On passera donc ensuite à la définition de son objectif, sa trajectoire de réduction ou l'évolution de son score, et en prenant en compte les différents projets qui peuvent montrer une croissance d'usage, c'est donc le scénario de référence qui permettra de définir donc l'objectif de réduction par rapport à cette référence. Une fois qu'on aura parlé de là où on veut aller, on rentrera dans le concret de comment le mettre en place, un plan d'action qui pourra être co-construit avec ses collaborateurs pour les mobiliser au passage. Et dans le cadre des approches quantitatives, on vérifiera que l'ensemble des actions permet évidemment d'atteindre l'objectif défini. Et donc, ce plan d'action, l'idée, c'est qu'il soit suivi d'une mise en œuvre opérationnelle, d'établir des indicateurs de suivi permettant d'en valider l'avancement, n'étant pas de se limiter à la mesure, mais de se mettre en mouvement par la suite. C'est donc ces démarches qu'ont menées CDC Habitat et Bouygues Construction. Peut-être, Jean-Claude, quels ont été les principaux défis lors de ces différentes étapes? Est-ce qu'il y a eu des facteurs clés de succès de la démarche que vous avez identifiés? Ouais. Merci de me retendre le micro. Je vais la faire comme ça. Alors, de manière très succincte, les principaux défis ont été en premier lieu de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs de la DSI afin de leur livrer plutôt un contexte. Pourquoi il faut le faire, pourquoi il faut s'engager dans cette démarche, pourquoi il faut évoluer et changer nos pratiques, puis de mobiliser les acteurs participants à ce projet, parce que c'est un véritable projet évidemment qui doit embarquer du monde pour récolter
les informations nécessaires à l'évaluation, hein, j'en cite quelques-uns, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur pour tous ceux qui nous écoutent. Donc, il y a toute la partie inventaire des matériels qui sont gérés par la DSI, toutes les notions de contrat, c'est très intéressant aussi pour avoir toute la notion de durabilité de ces matériels, en l'occurrence, ou autres d'ailleurs, parce qu'il y a les prestations intellectuelles également, tout ce qui est la notion de volumétrie. On en a parlé en introduction avec Romuald, connaître sa volumétrie, quels sont nos stockages, nos pratiques de gouvernance sur ces sujets-là, et tout ce qui est lié à la gouvernance, aux notes de cadrage ou autres qui sont intégrées. Donc, il y a quand même beaucoup d'informations à récolter et également des interviews à réaliser avec des personnes clés. Et tout ça nous emmène évidemment derrière à l'analyse et à l'évaluation des usages. Ce qui, en dernier lieu, permet de proposer différents scénarios, hein, par exemple un scénario min, un scénario moyen et un scénario max, de trajectoire de réduction de notre empreinte CO2, en l'occurrence, mais compatible toujours avec les orientations du business. Hein. Il faut bien comprendre que ce projet n'est pas décorrélé de l'action de la DSI à l'intérieur d'une entreprise. Et pour le deuxième point, plutôt la partie succès de la démarche, elle est liée en premier lieu, hein, comme tout, j'allais dire, changement, projet lié à du changement, bah, c'est le sponsoring. Et au fait que celle-ci, en tout cas que ce projet, a été aussi intégré à la politique RSE du groupe. C'était plutôt descendant dans ce sens-là, et donc intégré à l'ADN de ce changement. Ensuite, le fait d'avoir eu aussi un diagnostic initial, ça a permis de connaître nos impacts et par extension de cartographier plus efficacement nos axes d'amélioration en les objectivant et en les priorisant. C'est super important, entre guillemets, quand on part sur des sujets comme ça, de se dire bah, il faut que je fasse un bilan, il faut que je sache où j'en suis pour avoir derrière des pistes d'amélioration et savoir où seront mes meilleurs leviers. Il ne faut pas partir tous azimuts en disant je vais commencer par exemple, même si c'est très bien, par la sensibilisation de l'ensemble de l'entreprise. Peut-être qu'il y a déjà beaucoup de gens dans l'entreprise qui sont sensibilisés à ça et que ça peut arriver qu'en deuxième ou troisième axe. Voilà. Donc, évidemment, à l'intérieur de ça, le petit plus, si vous avez la capacité d'intégrer les partenaires externes aussi dans la réflexion, c'est ce que nous, on a voulu faire parce que voilà, on a pu côtoyer Dell, Ricoh ou autres, Lexmark et j'en passe et des meilleurs, hein, constructeurs ou partenaires d'ailleurs. L'objectif, c'est d'avoir un feedback aussi de leur part pour savoir où ils en sont dans toute cette philosophie-là, parce que les PC, ce n'est pas nous qui les fabriquons, on les achète. Donc, c'est toujours intéressant de savoir ce que le constructeur est en capacité de fournir aussi, alors que nous, on veut s'améliorer, et de travailler ensemble et d'embarquer les sociétés avec lesquelles vous travaillez dans cette réflexion. Plus on est à embarquer les sociétés, constructeurs, filiales ou tout ce que vous voulez, plus il y aura de sens à tout ça. Nous, avec Ronan, aujourd'hui, on est deux petits représentants de cette partie-là, mais j'allais dire, toute DSI est en capacité d'embarquer les constructeurs, les partenaires de tout ordre dans cette démarche. Voilà, pour donner les clés du succès, je pense que ça passe par ça. Merci beaucoup. Et donc, Ronan, dans le cadre de Bouygues Construction, donc, on a finalement une entreprise dans un secteur similaire, mais avec une taille différente. Est-ce que les défis ont été les mêmes et est-ce que les facteurs clés de succès, du coup, ont également été les mêmes? Alors, ça ressemble beaucoup. Hein. Nous, premier défi, effectivement, ce sont les volumes, parce que alors, on a la chance d'avoir chez Bouygues Construction une DSI assez centralisée et assez intégrée, donc de bien maîtriser nos patrimoines informatiques, mais effectivement, on les maîtrise un peu mieux en France, en Europe, qu'au fin fond du Myanmar ou de la Thaïlande, où là, on n'est pas sûr d'être au courant de 100% des flux d'achat de PC, par exemple. Donc, ce côté décompte très important, bien sur l'ensemble des postes que tu as cités et que Romuald a cités.
Finalement, moi, ce qui me faisait le plus peur au début, c'était d'aller compter les PC, les imprimantes, les écrans. Et on a plutôt réussi, même avec l'aide de nos partenaires et de nos fournisseurs, comme disait Jean-Claude, hein, des gens comme Dell, comme Ricoh, qui sont très open pour partager leurs chiffres de vente globaux sur une entreprise sur la planète. Ils comprennent bien notre démarche. Et finalement, pour être très, très exhaustif, là où j'ai rencontré le plus de difficultés, c'est sur les nouveaux fournisseurs, c'est-à-dire les fournisseurs de services cloud qui sont peu transparents. Alors, je ne vais pas les citer, mais on va dire que parmi les plus anciens, il y en a un ou deux qui commencent à être extrêmement transparents et c'est appréciable. Et parmi les plus gros, ils sont très, très peu transparents. Et donc, nous, pour évaluer effectivement cette part du cloud dans notre empreinte carbone, qui fait lieu à beaucoup de fantasmes, hein. On a beaucoup entendu parler le cloud, c'est 4% de la consommation électrique sur la planète. Donc, nous, on est obligé de prendre des estimations qui ne sont pas validées par ces fournisseurs. Et on sait qu'on a une précision très, très faible, hein. Donc ça, c'est un des grands défis. Et nous, on en est à notre troisième campagne. Maintenant, on fait notre estimation, notre empreinte carbone tous les trimestres. Maintenant, on la fait évoluer tous les trimestres. Et d'un trimestre à l'autre, on peut avoir une forte variabilité du fait du changement des méthodes d'évaluation, du changement des facteurs d'émission. Donc, c'est ça qui est pas facile d'aller voir nos métiers, nos responsables en disant vous allez rire, mais en fait, c'est peut-être 2 fois plus que le trimestre précédent, juste parce que j'ai changé ma méthode de travail. Je trouve que tout ce qui est fabricant de PC, de matériel, ils sont remarquables de transparence maintenant, et puis tous, et ils se sont même dotés de méthodes communes d'analyse de cycle de vie, hein, donc de référentiels communs. Donc là, c'est assez simple pour les évaluer. Et pour répondre à la deuxième question, facteur clé de succès, hein, c'est le sponsorship du management au plus haut niveau. Et puis, bien sûr, et ça c'est naturel, l'embarquement des populations type RSE et des collaborateurs. Et même, je vois parmi nos partenaires et fournisseurs, c'est souvent la personnalité du PDG qui influe en fait la transparence et la volonté. C'est extrêmement net, hein. Je donnerai pas de nom non plus, mais c'est très très net sur les relations qu'on peut avoir en fait. Voilà pour ma partie. Merci beaucoup. Donc, en résumé, bien préparé déjà sa collecte, avoir déjà en tête quelque chose d'assez consolidé au possible pour fournir finalement une bonne matière et donc mobiliser également dans ce sujet-là, dans cette collecte, les différents prestataires, tout en interne en faisant attention à mobiliser ses collaborateurs et sponsoriser sa démarche par la direction. Donc, ce sera un gage aussi pour la mise en œuvre, j'imagine, dont on va parler maintenant, puisqu'on a parlé des étapes finalement, mais encore assez peu des résultats. Donc, quels ont été les débouchés, les enseignements de cette méthode? Comment vit la démarche à présent? Est-ce que, par exemple, vous auriez quelques chiffres clés à partager dans le cadre de Bouygues Construction? Alors, tout à fait. Donc, nous, notre empreinte 2019, par exemple, Haïti, elle était de 7000 tonnes équivalent CO2. Et ce qui représente, nous, c'est ce qu'on mesure finalement, c'est notre KPI, c'est l'empreinte numérique par collaborateur. Donc, par collaborateur, nous sommes aux alentours de 250 kilos. Là où un chiffre, je crois, communiqué par l'ADEME, sur une moyenne française, donc c'est sur une moyenne monde, hein, serait plutôt de 350. Et je sais qu'il y a d'autres entreprises de mon groupe qui atteignent plutôt les 450. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi on est à 250? Est-ce que nous étions vertueux dès l'origine? En réalité, c'était plutôt, je dirais, une optimisation de type financière sur le nombre d'équipements, la durée de vie des équipements et ainsi de suite. Et on voit aujourd'hui que ce qui compte le plus, c'est la fabrication des équipements, hein, comme le disaient Romuald et Jean-Claude. Et ça, les collaborateurs n'ont pas du tout
conscience. Hein. Moi, j'ai souvent des collaborateurs qui viennent me voir avec un smartphone, une tablette, un laptop, et en me disant « Mais comment je peux compresser la pièce jointe de mon email ?» que citait Romuald tout à l'heure. Ce qui est très bien, hein, compresser les pièces jointes de son email, mais mieux vaut peut-être pas multiplier les équipements, surtout pas multiplier les moniteurs qui ont une forte empreinte. Donc, tout ça pour dire que c'est de ce fait qu'on a une empreinte pas si élevée que ça. Ce que je sais aussi, c'est que je sais que je n'ai pas tout compté, hein, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, je n'arrive pas à compter les bornes Wi-Fi dans tous nos sièges. Je n'y arrive pas parce que c'est fourni par d'autres services et c'est vu globalement. Donc, il doit m'en manquer un petit peu. Donc nous, nos plans d'action principaux, hein, c'est communication interne, parce qu'on sait que c'est par les collaborateurs qui comprendront qu'il faut limiter le nombre d'équipements, les faire durer. Là, nous, on vient de lancer, on en est assez fiers en interne, une offre de smartphones reconditionnés, donc de smartphones professionnels reconditionnés. Donc les collaborateurs peuvent s'équiper d'un smartphone plus haut de gamme qui finalement nous coûte moins cher et puis a une empreinte carbone très faible. Sur la partie par contre PC, serveur et autres équipements, on n'y arrive pas pour l'instant. On n'arrive pas à trouver des partenaires qui soient capables de produire suffisamment de volume en fait pour nous fournir ce genre de choses. Et puis dans nos rêves, hein, il y a l'éco-conception. Là, on est très loin. Moi, mon métier, c'est plutôt de fabriquer de l'application, et on est loin encore là-dessus. On n'a vraiment pas de maturité. Nous, ce qu'on se pose aussi comme question, c'est peut-être aller au-delà du carbone. Hein. On va réfléchir peut-être biodiversité, impact eau, ressources abiotiques. C'est nos responsables RSE hein, qui commencent à y réfléchir globalement sur l'entreprise. Donc, il faut qu'on regarde ça parce que on se rend compte qu'on peut peut-être faire des choses qui sont très vertueuses d'un point de vue du carbone et qui sont peut-être une aberration du point de vue des, je sais pas, de la consommation en eau douce. Et l'autre point qu'on surveille, c'est l'usage du cloud qui a explosé chez nous depuis les pandémies, hein, puisque le télétravail s'est généralisé chez toute construction partout où c'est possible. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de vraiment mieux le suivre, mieux le monitorer. Et puis là, on vient toujours dans les plans d'action, là, on vient de lancer une initiative qui fait que tous les mails et toutes les pièces jointes et toutes les conversations sont supprimées au bout de 3 mois pour éviter ces effets d'empilement. Voilà dit un peu dans le désordre nos plans d'action. Alors, je pense que ça fait déjà bien le tour de plusieurs initiatives. Et donc, enfin, Jean-Claude, pour terminer, les enseignements ont-ils été similaires chez CDC Habitat? Comment est-ce que vous percevez la mise en œuvre du plan d'action? Alors, merci à tous les deux déjà pour ces éléments. Et effectivement, en ce qui nous concerne, on a évidemment certaines similitudes hein, qui apparaissent. Moi, le premier enseignement hein, de la démarche a été que notre maturité sur le numérique responsable ne peut qu'évoluer hein, sur l'ensemble des 8 thèmes. En dehors de la partie data center, et on l'a vu avec Romuald tout à l'heure, hein, effectivement, les partenaires avec qui aujourd'hui on peut évoluer sont plutôt très à la pointe sur ces sujets. Voilà, pour info, après je laisserai les personnes se renseigner, mais effectivement, nous on a un PUE d'1,4, ce qui permet effectivement d'avoir quelque chose de très performant sur la partie infrastructure, en tout cas pour la partie hébergée. Mais on s'attendait hein, à ce constat et il est logique puisque nous, on initie, hein, entre guillemets, cette démarche dans notre SI. Sur la partie plutôt bilan carbone, contrairement à Ronan, nous, on a diagnostiqué, on va dire, une empreinte carbone assez élevée, hein, puisqu'on est à 440 kilos équivalent CO2 hein, par utilisateur de la fonction SI.
Donc, Ronan disait 250, nous 440. Vous voyez en tout cas que 2 entreprises peuvent avoir des divergences sur ce sujet. Et comme l'a dit Ronan, effectivement, nous, on s'est comparé au bilan carbone qui avait été produit par le Green IT en 2019, qui était à 420 kg sur les usages perso et pro. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est élevé, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, la part chez nous est importante. Donc, pour illustrer, hein, pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, les postes les plus consommateurs dans cette analyse ont été évidemment chez nous la multiplicité des équipements utilisateurs. Ronan en a parlé tout à l'heure, hein, quand vous avez smartphone, double écran, écran PC portable, j'en passais des meilleurs, effectivement, vous doublez, triplez tout ça, et ben, ça cumule. Hein, et cette empreinte, ben, l'air de rien, elle grossit. Et toute la partie, on va dire, impression également, parce qu'on est une entreprise qui imprime encore pas mal. Et du coup, de manière très, très globale, notre empreinte se situe à 80% hein, du côté des équipements informatiques et donc au plus proche des utilisateurs. Et Ronan l'a dit 50 fois tout à l'heure en disant il faut sensibiliser les utilisateurs, il faut les sensibiliser. Mais effectivement, c'est une approche aujourd'hui. Donc, fort de ces résultats, au-delà de cette partie-là, nous, nos premières actions ont été de lancer, de faire évoluer notre politique d'achat IT en démarrant donc sur les marchés, puisqu'on travaille sur les marchés publics, donc sur les marchés qui étaient en renouvellement, et on va le faire au fil de l'eau, en les rendant, entre guillemets, plus éco-responsables et sociales. J'aime bien toujours rajouter le social, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on traite effectivement la partie empreinte CO2, mais il n'y a pas que ça. On se raccroche aussi au pilier du développement durable. Donc, sur les marchés matériels, par exemple, à venir, on a démarré sur les smartphones, les impressions, et là, on continue sur la notion de poste de travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette réflexion, on n'oublie jamais nos partenaires et constructeurs. Ronan l'a dit tout à l'heure, il y en a qui sont plutôt à la pointe, plutôt en avance, plutôt d'ailleurs côté constructeur, on va dire, matériel d'impression, sur tout ce qui est constructeur PC portable, en l'occurrence PC fixe ou autre, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de stock hein, aujourd'hui et les filières ne sont pas encore assez dotées dans ce sens-là. Mais ça reste en tout cas cette orientation un moyen efficace pour vraiment démarrer des actions concrètes, voire de véritables changements factuels et structurants pour intégrer le numérique responsable dans notre quotidien hein, d'entreprise. Et elles permettent de dynamiser réellement les objectifs de réduction hein, de l'empreinte carbone et surtout de soutenir les politiques actuelles hein, dans les domaines également sociaux et environnementaux. Nous, on a fait voilà, ce premier choix de réduction de notre empreinte à venir, aussi parce qu'il y avait un gain financier hein, pour l'entreprise à travailler dans ce sens-là. Au-delà de la réduction de l'empreinte. Hein. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais effectivement, il ne faut pas oublier que travailler sur son empreinte carbone est souvent lié à du gain aussi financier. Juste pour illustrer un peu plus et donner des ordres de grandeur, voilà, nous, on est parti voilà, en se donnant un objectif de réduction de 20% de notre empreinte carbone de l'IT pour les 4 années à venir. Et le gain potentiel à la clé de cette réduction, c'est environ 1 million d'euros. Donc après, je ne vais pas développer l'ensemble des choses, mais tout ça passe par de l'allongement des matériels, que ce soit du PC, de l'écran, un peu de réduction aussi sur les volumes d'impression et travailler sur le reconditionné. Il y a plein d'axes hein, qui sont intégrés dans cette réflexion. Aujourd'hui, on a une préférence quand même pour la location plutôt que l'achat, parce qu'on vise plutôt l'usage plutôt que la possession du bien. Ça, c'est un vrai rôle aussi en fin d'usage. Romuald en a parlé, pas de fin de vie, parce qu'on peut privilégier le réemploi au recyclage, et donc on est dans une philosophie vraiment gagnant-gagnant sur la boucle. C'est pas parce que vous, entreprise, au bout de 4 ou 5 ans, le matériel est remplacé, qu'obligatoirement, il doit partir en destruction. Ne pas penser que matériel neuf, mais penser matériel reconditionné. Aujourd'hui, vous avez les moyens d'inclure dans vos commandes, en tout cas, ou d'imposer du matériel reconditionné. Et sur le reconditionné, vous avez les mêmes garanties que le neuf.
surtout par exemple sur l'impression. C'est juste que vous allez payer moins cher un matériel et vous aurez, pour ceux qui le louent, par exemple, un coût à la page identique au neuf. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire dans le bon sens. N'oubliez pas, ça a été vu aussi, mais tout ce qui est les notions de label, il vaut mieux prendre un label le plus haut, entre guillemets, en termes d'éco-responsabilité. Ça permet aussi de se garantir des matériels moins énergivores, par exemple. Pour certains matériels, il y a toute la partie réparabilité aussi, l'indice de réparabilité qui peut donner du sens. Ronan en a parlé tout à l'heure pas mal sur la partie smartphone, mais il est évident que quand vous achetez des téléphones, en tout cas pour une entreprise, et en fonction de on va dire, du volume à commander, il vaut mieux prendre des téléphones aujourd'hui, par exemple, où on peut changer la batterie. Ça a beaucoup plus de sens que l'inverse, et ça fait partie des critères, évidemment, de réparabilité à l'intérieur, entre autres. Et l'insertion, je le redis et je le répète, parce que je trouve que ça a vraiment du sens de l'intégrer dans toute cette notion-là, et on tire le fil de cette logique, c'est de privilégier, par exemple, en tout ce qui est la notion de réserver un nombre d'heures pour l'emploi, par exemple, de personnes éloignées de l'emploi dans cette partie-là. En l'occurrence, si la société avec qui vous travaillez, par exemple, fait avec vous un chiffre d'affaires de X, c'est de lui dire que si elle atteint X, vous demandez un nombre d'heures équivalent. Et je trouve que ça va dans le bon sens. Comment vit la démarche? En l'occurrence, la démarche, elle est globalement assez récente. Je pense qu'on a fait notre bilan, on a construit nos actions, on traite nos premières actions liées à tous ces éléments-là. On s'inscrit davantage dans la politique RSE du groupe sur la partie sobriété numérique. Il faut qu'on y aille encore plus vite et plus fort sur toute cette partie-là. On a pu travailler, commencer à sensibiliser parce que on a une logique aussi, pas obligatoirement de sensibiliser tous azimuts, mais par exemple d'avoir sensibilisé les directions RH ou communication, ne serait-ce que dernièrement, certaines entreprises l'ont peut-être vécu, mais il y a tous les aspects de télétravail qui se sont mis en place. Et c'est bien aussi de sensibiliser la RH au moment où ils vont négocier avec nos amis IRP, le fait que c'est peut-être pas toujours bien de dupliquer l'ensemble des matériels à la maison comme on les a au travail, parce que qui dit dupliquer dit multiplier par 2 son empreinte. Voilà. Donc il faut sensibiliser aussi les bons acteurs pour qu'il y ait des justes retours des choses lorsqu'on fait le suivi là-dedans. Après, on peut travailler sur les projets, toute la gestion des données, on en a parlé, mais certains diront les données, c'est pas grave. Si, les données, on stocke tout et n'importe quoi, et surtout, je vais le dire en rigolant, mais des gifs de chats qui miaulent. Donc, effectivement, il y a des actions à faire sur cette partie-là. Et toujours la pratique, les éco-gestes au quotidien, c'est, j'allais dire, les petites rivières qui font avancer les choses. Et sur la partie émission de CO2, on l'a dit en introduction, et c'est aussi pour ça que on a souhaité, je pense, être associé avec Ronan à cette présentation, c'est qu'on est vraiment des acteurs de l'immobilier. Donc d'un côté la construction et de l'autre, j'allais dire plutôt le bailleur, on va le dire comme ça. Et ce qui est intéressant dans la démarche d'aujourd'hui, c'est de le redire, mais la DSI, elle ne représente pas grand-chose sur l'empreinte globale. On a parlé de béton tout à l'heure, mais effectivement, à un moment donné, c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Mais toute DSI doit se poser ces questions-là, et j'allais dire, toute personne, en l'occurrence, qui travaille dans le numérique, doit en tout cas s'intéresser à cette partie-là. Romuald l'a très bien dit au début, dans la toute première slide, en disant qu'on est sur environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sur le numérique, et ça ne va pas se terminer. À un moment donné, il faut effectivement que ce soit sur le pro et le privé. Chacun joue son rôle sur cette partie-là. Je pense que c'est important. Voilà ce que j'avais envie de faire passer comme message, et je vous remercie. Merci à tous les deux pour ces témoignages. Je suis sûr que ça a intéressé. J'ai vu passer quelques questions là dans les chats, donc je pense qu'on va avoir l'occasion d'y réagir. Peut-être une conclusion en commune finalement avec le numérique dans son ensemble et les deux diagnostics présentés, c'est
la part des équipements utilisateurs dans l'empreinte, c'est le gros sujet du numérique. On le sait quand on s'y intéresse un petit peu, ce n'est pas forcément encore identifié dans la majorité des cas, mais on va dire que quand on regarde tous les rapports, il n'y a pas vraiment de doute. Donc à ce titre, évidemment, suivre la durée de vie, mais aussi, on l'a vu, le nombre d'équipements par salarié, notamment dans le cadre du développement du télétravail, puisque si on équipe en effet d'écrans à la maison, ça pourrait contrebalancer en partie les gains liés à la réduction des déplacements. À ce sujet, l'ADEME a publié une étude et donc on constate en plus qu'en général, plus l'écran est grand, plus l'impact carbone l'est aussi. Donc voilà quelques conclusions. Vous connaissez maintenant des premiers chiffres et des premiers éléments pour envisager votre responsabilité numérique et concevoir une stratégie en conséquence. Nous espérons que ces interventions vous auront convaincu de vous intéresser à l'enjeu numérique. Et nous sommes à disposition pour répondre à vos questions. Adèle, je vais te repasser la main. Oui. Merci en tout cas pour votre intervention, c'était très intéressant. Alors j'ai vu pas mal de questions passer dans le chat, on a répondu à certaines questions. J'aimerais juste repréciser par rapport au baromètre Green IT, il y a eu plusieurs questions au début. Je vous mets tout de suite dans la conversation notre lien vers le site de l'Alliance Green IT qui va vous permettre d'accéder à notre baromètre Green IT et de vous évaluer. Donc pour toute personne qui souhaite s'évaluer selon les critères du baromètre qui vous ont été présentés, qui est très long, hein, on vous a présenté éventuellement qu'un petit échantillon avec Romuald. Vous pouvez donc vous connecter au site et sur le site de l'Alliance Green IT, vous retrouverez aussi notre rapport qui date d'il y a un petit peu moins de 2 ans. Voilà, puisqu'on va renouveler, c'est un baromètre qu'on édite tous les 2 ans. Alors après, il y a d'autres questions aussi pour Bouygues, il y a d'autres questions pour SDC. CDC, pardon. Je voulais faire une petite précision aussi. J'ai répondu à pas mal de questions là dans le module. Je fais souvent référence à des données ADEME et notamment au dernier référentiel de calcul d'impact des services du numérique et l'outil qui permet aussi aux fournisseurs d'accès de calculer leur impact. Malheureusement, le site de l'ADEME, il a l'air d'être tombé cet après-midi. Donc, c'est pas que mes liens sont faux, c'est que là, ça marche pas, mais ça devrait refonctionner. Voilà. On est vraiment désolé. Alors, il y avait aussi des questions qui étaient intéressantes, donc elles sont plus visibles dans les questions ouvertes, mais il y a eu plusieurs questions sur la mise en œuvre de la démarche, le nombre de personnes qu'il fallait, la durée aussi de la mise en œuvre d'une démarche. Ce que j'ai essayé d'expliquer rapidement, c'est que souvent, il n'y a pas une seule réponse type. Maëlle, et justement, est-ce que tu peux compléter sur... c'est difficile en fait, on ne peut pas dire toutes les entreprises doivent faire exactement la même chose et vont mettre exactement le même nombre de personnes et le même temps ou le même budget à disposition. Est-ce que tu peux compléter ma réponse, Maëlle, sur ce sujet? Oui, en effet, ça dépend un petit peu d'où on part et à quel point les données sont déjà consolidées au niveau de la DSI. Ronan en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ouais. Peut-être voilà, un ordre de grandeur, de durée. C'est clair que c'est complètement déterminé par la durée de la collecte des données, qui, si on est situé à l'international, peut être un petit peu plus longue. Selon si également on mutualise, on ne fait pas uniquement l'empreinte carbone, mais on va aussi faire des entretiens avec différents responsables. Évidemment, ça peut étendre un peu la durée de collecte. On va dire que globalement, on peut arriver à quelque chose, dans le meilleur des cas, en 3-4 mois, je dirais, de durée. Et ça peut s'étendre jusqu'à un semestre. Voilà. On essaiera de ne pas dépasser beaucoup plus, histoire que la démarche garde un certain rythme. Et l'objectif étant d'y arriver en quelques mois. Je ne sais pas si vous souhaitez compléter, Ronan et Jean-Claude. Non, c'est ça. Moi j'ai noté, j'ai répondu dans la question en disant oui, c'est moi de l'ordre de 6 mois, le temps de collecte, objectif et lancer une démarche, à peu près 6 mois. J'ai mis une estimation de 0,5 ETP sur cette durée. C'est toutes les personnes que j'ai mobilisées autour de ça. Mais bon, c'est pas simple. C'est pour dire on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui fait ça 100% du temps pendant 6 mois, à condition d'avoir une bonne maîtrise de son patrimoine informatique. Ouais. Non, mais je rejoins Ronan sur cette partie-là, effectivement. Après, le tout, et je pense qu'on l'a dit tous les deux, effectivement, il faut avoir la capacité à fournir ces éléments
En l'occurrence, c'est plus ou moins compliqué selon les sujets et selon les acteurs également. Donc, ça peut prendre, comme l'a dit Ronan, 6 mois en fonction des entreprises, à mon avis, jusqu'à 12 mois pour d'autres, en fonction effectivement de l'ampleur aussi de la tâche à réaliser. Puis sachant qu'au passage, on mobilise quelques parties prenantes externes, donc ça rallonge potentiellement les délais. Alors, je vais prendre aussi les questions et je vais me permettre de vous les lire. Alors, première question de Rémi Béranger. Est-ce que vous abordez aussi les enjeux de IT for Green, c'est-à-dire quel SI, système d'information, au service de la décarbonation de l'entreprise, est-ce piloté par les mêmes entités, acteurs dans vos entreprises? Nous, côté Bouygues Construction, on n'en est pas là, à part sur certains métiers très particuliers d'exploitation de bâtiments, où là, même contractuellement avec nos clients, on va avoir des objectifs de performance énergétique des bâtiments qu'on maintient. Et tout ça est bien sûr corrélé à un système d'information. Mais voilà, au-delà de ça, on ne s'est pas beaucoup plus projeté là-dessus. Oui, je rejoins Ronan sur cette partie-là. Aujourd'hui, on s'est vraiment cantonné aux éléments qu'on a pu aujourd'hui vous livrer, donc plutôt sur les 2 premières parties de la partie Green IT et non pas la partie décarbonisée. Oui, c'est ça, l'entreprise, je vais y arriver. Excusez-moi, j'ai un gros rhume. C'est pas toujours facile de connecter les neurones. Et très clairement, je pense que c'est une étape d'après. Après, pour nous qui sommes bailleurs, les questions qui se posent aujourd'hui, c'est arriver à piloter, par exemple, au plus juste tout ce qui va être l'aide au pilotage au chauffage, des choses comme ça pour l'utilisateur du quotidien. Mais c'est qu'une toute petite partie par rapport à la réponse à la question que vous avez posée, quoi. Alors, une prochaine question à destination des entreprises. Donc, quels sont les scopes que vous avez utilisés pour calculer votre empreinte carbone par utilisateur? Est-ce uniquement sur un scope français, avec du coup un mix énergétique plus faible qu'à l'international? Merci pour vos retours d'expérience en tout cas. Donc, les scopes que vous avez utilisés pour calculer votre empreinte carbone. Alors, l'empreinte carbone globale de Bouygues Construction, nous, on la calcule sur les scopes, alors désolé, c'est un peu technique, 1, 2 et 3A. On ne le calcule pas sur le 3B, c'est-à-dire pas sur la partie aval, parce que nous, on a vocation à construire des choses et à les donner à des clients, en fait. Par contre, sur la partie informatique, on l'a calculé sur l'ensemble des scopes. Mais sachant qu'on n'a qu'une informatique qu'interne, donc c'était moins compliqué. On ne l'a pas pris sur un scope uniquement français, c'est-à-dire qu'on a pris des mesures de mix énergétique en fonction de la localisation de nos data centers et aussi de nos providers de cloud. Alors là, ça devient un peu ubuesque parce que la quasi-totalité de nos partenaires se définissent comme étant net zéro, c'est-à-dire en n'ayant aucune émission de carbone liée à l'exploitation de. Donc, quelque part, on ne devrait pas les compter. Bon, ça pourra faire l'objet d'une autre conférence, mais ce n'est pas aussi simple que ça, en fait. Mais donc, oui, nous, on a bien essayé de contextualiser les choses par rapport à l'international. Et pour nous, c'est un peu différent puisqu'on est France métropolitaine, donc on a bien fait les 3 scopes en l'occurrence. Et effectivement, par contre, on est plutôt sur la partie qui concerne énergie, qui concerne uniquement la partie française. Donc avec un petit plus en France, comme tout le monde le sait, puisqu'on est fourni en énergie nucléaire. C'est ça, et un petit complément. Donc, l'intérêt de considérer les scopes, c'est bien évidemment d'inclure la fabrication des équipements qui est le poste principal. Et sur le net zero cloud, donc on a bien comptabilisé l'impact cloud. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur le sujet de la neutralité carbone au niveau d'un service ou d'une entreprise. On a pris le parti de quantifier vraiment les émissions et de traiter ce sujet dans un second temps. Voilà.
Il y a un complément de réponse, mais je pense que donc l'usage de vos équipements a été pris en compte également. Pour moi, la réponse Bien est sûr, oui. voilà. Oui, tout à fait. Alors, autre question, comment avez-vous mesuré le gain financier? Ah ben, alors, je pense que c'est plus par rapport à ce que j'ai livré tout à l'heure. Tout simplement, hein, à partir du moment où on a, par exemple, des objectifs d'allongement de vie d'un PC globalement de 4 à 5 ans ou à 6 ans, ou des écrans plutôt que les remplacer 4 ans et vous fixez un objectif à 8 ans. Les objectifs potentiels financiers que vous allez obtenir, ben, c'est le fait que vous ne remplacerez pas ces matériels, en l'occurrence, à hauteur, par exemple, de 80%, puisque vous avez toujours une marge potentiellement de matériel qui va tomber en panne. Donc, si je prends le cas des écrans, au lieu de les remplacer au bout de 4 ans, vous dites qu'ils vont durer 8 ans. Donc, au bout de 4 ans, vous ne les remplacez pas. Vous n'en remplacerez que pendant 4 ans 20% de votre parc, puisque l'ensemble du parc va durer 8 ans. Et par conséquent, ben, le gain que vous obtenez, c'est le fait que 80% de votre parc d'écran, vous ne l'avez pas remplacé. Et donc, ben, vous multipliez par le nombre d'utilisateurs et le nombre d'écrans. J'ai pris le nombre d'écrans exprès parce que souvent, on peut avoir 2 écrans plus ceux qui sont en télétravail, au moins un écran. Donc, c'est des gains financiers très forts qui sont totalement liés à votre trajectoire de réduction de l'empreinte carbone, qui sont assez simplement au final calculables. Et vous pouvez le faire pour autant de choses que vous allez traiter sur le matériel, en l'occurrence les smartphones par exemple aussi, ou autre. Le tout, c'est de se dire que ça reste un objectif, hein, ce que vous affichez, qu'il va falloir le suivre au même rythme que ce que vous allez suivre côté empreinte carbone. Oui, complètement. Nous, par exemple, on a cette logique-là aussi sur la centralisation des équipements d'impression. On essaye de faire la chasse aux imprimantes individuelles et puis de limiter de plus en plus le nombre de copieurs. Là, le gain est immédiat et se voit d'une année sur l'autre. Alors, il est contrebalancé par autre chose, c'est le confort d'utilisation. Parce qu'effectivement, l'utilisateur, il aimera toujours avoir un PC hyper performant et puis son imprimante sur son bureau. Et c'est là où nous, on manque d'outils. Il y avait une question sur ce sujet-là, je crois. On manque d'outils, de capacité de mesure, à partir de quel moment vraiment l'utilisateur ne peut plus bosser. Et donc, dans ce cas, ça viendra effectivement dégréver des économies financières. Alors, une autre question, c'est avez-vous des retours d'expérience sur les fréquences de panne ou autres problèmes sur le matériel reconditionné, téléphone portable, autres, car souvent, apparemment, c'est une peur pour s'y lancer. Moi, non. On s'est lancé il y a un mois, donc on verra bien sur les soirs. Alors, comme le dit Ronan et ce qu'on a présenté, voilà, c'est des objectifs et donc c'est une dynamique qui est lancée. Donc, on n'a pas de retour sur cette partie-là. Les seuls garde-fous, je l'ai dit pendant la présentation, qui sont menés, c'est que de toute manière, on a le même type de SAV ou de MCO sur ces matériels-là. Donc, en l'occurrence, qu'ils soient neufs ou reconditionnés, on est en tout cas pour l'utilisateur transparent. C'est-à-dire que si, par exemple, on dit que son téléphone, je prends l'exemple, doit être remplacé en 24 heures, qu'il soit reconditionné ou neuf, de toute façon, avec le partenaire, il sera remplacé en 24 heures en l'occurrence, puis repassé dans la boucle, par exemple, de reconditionnement derrière, de réparation ou ce que l'on veut. Et puis, je vais tirer le fil, je vais vous dire, le meilleur des cas d'usage, c'est quand même l'usage perso. Autour de moi. En l'occurrence, j'ai pas mal de gens qui achètent du matériel reconditionné et j'ai pris exprès l'exemple du smartphone. Et franchement, j'ai personne aujourd'hui qui s'est plaint d'avoir des difficultés avec son smartphone reconditionné et il fonctionne toujours aussi bien. Évidemment, il faut faire attention avec les entreprises avec lesquelles on travaille. C'est logique, mais comme on le ferait d'un point de vue privé, on le fait d'un point de vue professionnel. Voilà. Romuald, Maël, est-ce que vous souhaitez compléter sur la partie retour d'expérience liée au matériel reconditionné? Non, c'est très difficile. Néanmoins, on observe quand même que la durée de garantie qui est offerte aujourd'hui par les professionnels du reconditionnement est de plus en plus grande. Et puis, il y a de plus en plus de collaboration entre les marques et les acteurs du reconditionnement. Donc, ça
je l'espère, va dans le sens du déploiement de cette bonne pratique. Oui. Et juste pour préciser, dans la notion de reconditionnement, nous, ce qu'on inclut également, c'est les changements de série. Je reprends toujours mon exemple de smartphone, mais c'est ça. Chaque année, je vais prendre un exemple, Samsung change sa panoplie de téléphones A40, A41, etc. Il ne faut pas oublier que pourtant, ils en produisent toujours autant, hein, et il en reste des palettes entières sur les côtés. Et ça, vous pouvez travailler avec des partenaires qui sont en capacité de vous fournir ces téléphones. Et en fait, ils sont neufs, hein, mais comme on dit, ils sont un peu déstockés. Et dans ce cadre-là, c'est aussi un moyen de véhiculer quelque chose de positif dans votre démarche, en l'occurrence, et d'avoir un gain financier par rapport pour votre entreprise. Alors, l'ADEME, à nouveau, vient de publier aujourd'hui même une étude sur le déstockage des produits non alimentaires. Donc, il y a quelques éléments aussi intéressants dans cette étude. Je ne vous donne pas le lien parce que ça ne fonctionne pas bien, mais vous le trouverez facilement, c'est l'actualité du jour. Parfait. Alors, on a une question aussi d'une personne, donc là, c'est vraiment sur une autre thématique, une personne qui souhaiterait devenir consultant Green IT ou développeur spécialisé en logiciel éco-responsable. Bravo. Est-ce que vous avez des organismes, des conseils à lui donner justement pour prendre cette voie-là? J'ai envie de pointer vers l'Institut du numérique responsable qui a développé de nombreux outils pédagogiques dans le domaine qui sont très robustes. Qui sont à la fois des sites de formation, des MOOC, tout un tas de librairies. Et je l'invite vraiment d'aller suivre les travaux de l'INR. En plus des publications de l'AGIT, bien entendu. Alors, sinon, il y a de plus en plus d'écoles d'ingénieurs ou de commerce, d'ailleurs, qui commencent à avoir des cycles en dernière année spécialisés. Alors, carbone, pas forcément numérique responsable, mais carbone. Par exemple, le CE, j'ai eu un stagiaire de CE, mais il y en a d'autres qui le font. Donc, ça commence à venir de plus en plus. Et puis, en complément, je dirais qu'il y a aussi tout l'aspect communautaire. Il y a vraiment une forte communauté dans le numérique responsable, et donc nombreux groupes de travail, des Slack, voilà. Je pense qu'il faut arriver à identifier les différents groupes, et ça peut se faire donc en se mettant en relation avec l'Institut numérique responsable, l'Alliance Green IT, sont de très bons exemples. Alors, il nous reste très peu de temps. Jean-Claude, est-ce que tu peux répondre à une question peut-être directement sur le chat? Ouais. Il y a une question aussi de Ludovic à destination de Bouygues sur le comptage trimestriel. Pourquoi faire un comptage trimestriel? Et est-ce que vous avez vraiment la flexibilité et les ressources pour faire des actions entre chaque rapport? Trimestriel, c'est juste pour voir les tendances, en fait, hein, parce qu'on ne fait pas une isolation trimestre par trimestre. Ça nous permet de voir la tendance. Si par exemple il y a un usage du cloud qui explose, et puis très franchement, c'est qu'entre chaque trimestre, on ajuste aussi nos méthodes. On intègre de plus en plus de choses et on ajuste les méthodes. Si je faisais d'une année sur l'autre, j'aurais des écarts trop importants, hein. Mais oui, au niveau une fois par an, c'est bien suffisant. C'est que moi, je veux le faire, et on commence à l'industrialiser de plus en plus. C'est pour ça que ça nous coûte pas trop de le faire tous les trimestres. Très bien. Alors, il y a 2 autres questions, mais elles sont en train d'être répondues par écrit. Donc, pour moi, on a répondu à tout. S'il y a une personne qui a une question de dernière minute, il nous reste 30 secondes pour… Je crois qu'on a assuré. On a été bon, on a quand même répondu à 41 questions. Écoutez, je pense qu'on a… sur les conclusions, merci beaucoup pour vos présentations et pour vos interventions qui ont été très appréciées, comme ça a pu se voir dans les interactions. Merci aux participants.